Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine. Alors, semaine assez macro d'ailleurs. On va avoir 3 consciences macroéconomiques qui vont venir nous voir. Jean-Charles Simon, Jean-Pierre Petit, que vous connaissez, puis Patrick Artus, que j'accueille toujours avec grand plaisir. Bon, à chaque fois, on va poser la même question. C'est Jean-Charles qui m'a amené le petit pitch qui va bien, la Movida mondiale. Movida, c'est le démarrage de l'Espagne en 86, la Movida, après les années Franco, en fait, dès le début de la démocratisation. Bon, voilà, on va voir ça. Est-ce qu'on pourrait avoir, vous voyez, la reprise, mais vraiment explosive. Tiens, ensuite, on ira faire un tour du côté du voyage d'affaires. Parce que s'il y a un secteur qui attend de voir s'il peut se passer quelque chose de positif, c'est bien le voyage d'affaires. Et puis, comme toujours, nos entrepreneurs, les innovations. Mais on démarre avec la Movida. Donc, Jean-Charles, Movida, ou alors c'est The Economist, on va le voir là, c'était la une, je crois, il y a 3 semaines, un mois, autour des Roaring Twenties. Exactement, je crois que Jean-Marc Vittori l'avait fait aussi dans Les Échos, les années folles. Voilà, donc référence à 1920. Mais alors, ça ne va pas rassurer grand monde comme référence, parce que ça se termine quand même dans le bruit et la fureur, cette histoire. Ça se termine mal. Oui, ça se termine mal. C'est pour autant pas nécessairement une histoire qui se réécrirait de la même façon, heureusement. Parce qu'on a la mémoire. Mais parce qu'on a la mémoire, et puis parce que les erreurs des années 20, alors il y en a certaines qui nous menacent déjà aussi, parce qu'il y a eu le protectionnisme qui est arrivé au cours des années 20, mais il y avait d'autres problèmes qu'heureusement on n'a pas. C'est-à-dire que un des problèmes majeurs, c'était quand même les suites de la Première Guerre mondiale en Europe, un effondrement de l'Europe et de capacité de production, d'organisation, de changements majeurs. Et on n'a pas ça aujourd'hui. C'était une de mes questions, mais on peut la remettre. Laissez-la, la une là. C'était une de mes questions. Est-ce que dans le Roaring Twenties, il n'y a pas justement toute la reconstruction? Et là, il n'y a pas de reconstruction. C'est un des sujets. Alors, justement. Effectivement, il y a moins de facteurs d'exubérance. C'est-à-dire qu'il y a eu la grippe espagnole et là, on a le Covid. Donc, c'est pour ça qu'on pense à ces fameuses années 20. C'est-à-dire qu'on termine sur un carnage épidémique les années 10. Et puis, on repart après cette grande épidémie, on repart avec une envie de vivre, de consommer, de se lancer dans l'innovation, de croire au progrès, de croire en l'avenir. C'est vrai que ce qu'il y avait dans les années 20, c'est qu'il y avait de la reconstruction à faire, mais la reconstruction qui était très plombée. La reconstruction, elle n'a pas été massivement financée, il n'y a pas eu de plan Marshall dans les années 20. Tout à fait. Et au contraire, il y avait tout le problème des dettes de l'Allemagne qui étaient assez exorbitantes et qui sont historiquement considérées comme évidemment un facteur de l'effondrement de l'Allemagne à la fin des années 20, une fois qu'il y aura 29. Ce qui est vrai, c'est que 29, qui est le crack, qui est un des déclencheurs, il a bien pour origine en partie une forme d'exubérance qui est mal maîtrisée, et qui va mal finir parce qu'effectivement, il y a un moment où il va y avoir une correction qui va être tellement forte que ça va emporter l'économie. C'est pas le même système monétaire, c'est pas du tout le même système financier mondial. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de ce qu'on arrive à faire avec comme endettement, avec quelle souplesse on arrive à gérer des choses qui étaient impossibles dans les années 20, dans le système monétaire des années 20. Alors, qu'est-ce qui justifierait... Donc, tu as dit cette envie de vivre, d'abord. Voilà. Qui est quand même... Non, mais tu as raison, j'y pensais pas, Jean-Charles. Faut quand même que chacun s'imagine d'où on sortait. Exactement. En 1918. Donc cette envie de vivre, elle est au cœur de chaque être humain, finalement. Et on peut penser que là aussi, quelle que soit notre prudence, etc., mais on va en reparler, ce qui pourrait déclencher notre épargne, quelle que soit notre prudence, il y aura de toute façon une envie de consommer. Il y aura du rattrapage. Il y aura du rattrapage parce que vous allez vouloir, si les confinements prennent fin, les mesures restrictives prennent fin, vous allez avoir envie de plus sortir au restaurant que d'habitude, de plus aller faire la fête, de plus profiter de la vie sous toutes ses formes. Donc les dépenses de consommation, de loisirs vont être beaucoup plus fortes qu'en temps ordinaire. Il y aura forcément ce moment-là. Est-ce que ce moment-là, il va rattraper tout ce qui n'aura pas été fait, les fameux 200 milliards qu'on aurait économisés en France à la fin de l'année, si les prédictions sont bonnes en matière de qu'on a déjà économisé plus de 100, si ça continue, il y aura tout ce bas de laine à sortir, même s'il est assez concentré, donc il ne concerne pas tous les ménages. On va y aller sur le bas de laine. Restons sur les facteurs il est sur l'envie de se dire...
ça fait tellement de bien, c'est tellement formidable de pouvoir revivre juste normalement, de pouvoir aller faire un week-end en Europe, de pouvoir se projeter à retrouver des copains l'été, faire des fêtes. Toutes ces choses-là vont être une envie commune partagée dans beaucoup de pays. Ça, c'est très vraisemblable. Il y a un autre élément dans les Roaring Twenties, c'est en fait la fée électricité qui prend sa pleine puissance. Voilà. Évidemment, elle naît au siècle précédent, mais là, c'est vraiment l'utilisation, la pleine puissance de la fée électricité. Et on compare en fait, est-ce que ça te semble pertinent, avec ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer avec la digitalisation? Oui, et la digitalisation et les étapes, des couches d'étapes qui aujourd'hui sont restées probablement pas complètement exploitées et pas complètement dans les gains de productivité. Par exemple, je pense qu'il y a toutes les couches des 10 dernières années en intelligence artificielle sont restées encore à l'état de prototypes, de choses qui n'avaient pas encore vraiment de traces dans la vie réelle. Ça, ces choses-là, on peut espérer, il y a des tas de choses qui sont assez mûres maintenant et qui peuvent rentrer dans la vie réelle, dans la vie quotidienne des gens et être des choses que les gens exploitent et puis des paris que les gens font. Moi, je pense à une filière comme l'hydrogène, par exemple. C'est extraordinaire quand on voit en 10 ans le scepticisme que ça provoquait et aujourd'hui l'optimisme que ça peut faire naître. Alors voilà vraiment des choses sur lesquelles il y aura des envies. Juste d'un mot, parce que ça me fait sourire. Je viens de dire à l'assistante avec laquelle je travaille et qui m'envoie des idées, arrête avec l'hydrogène, j'en peux plus. C'est-à-dire, en fait, la masse de boîtes en ce moment qui sont en train de nous dire « je vais faire ça avec de l'hydrogène, ça avec de l'hydrogène, le bonbon à hydrogène, le peigne à cheveux à hydrogène », enfin, tu as raison. Mais c'est un peu... Jean-Charles, tu faisais partie... Donc c'est une phrase. Alors en fait, je crois qu'on l'attribue à Peter Thiel, Absolument. le fondateur de PayPal, et tu en faisais partie, Jean-Charles. Des gars, cette phrase qui résume tout, qui dit la tech, on attendait les voitures volantes, on se retrouve avec Twitter. À l'époque, Peter Thiel disait 140 caractères, maintenant je ne sais plus combien c'est, ça doit être 240 ou 280. Voilà. Mais... Donc ça veut dire que cet effet déceptif de la tech, il y avait aussi le comparatif avec l'eau courante qui était excellent. Et qu'on a tous eu, économistes, en regardant les chiffres de la productivité mondiale, de la façon dont après chaque récession, on repartait un peu plus bas en rythme de croissance. Donc on avait tous le sentiment qu'il y avait un problème, au sens où on était plutôt dans un ralentissement global et dans les fameuses perspectives de stagnation séculaire. Oui, donc voilà. C'était ça, le livre de Gordon et d'autres auteurs qui étaient à nous dire, en fait, non, les progrès, ils sont impressionnants et remarquables scientifiquement, mais ils n'apportent pas grand-chose économiquement. Ils n'ont pas un grand changement sur la productivité. Et au contraire, on se retrouve plus avec des limites. D'abord, on est tous en train de vieillir sur cette planète, en âge moyen. Même des pays jeunes sont aussi en début de vieillissement. Et on a les problèmes environnementaux qui, évidemment, apparaissent comme un mur d'enjeux et de défis qu'on a du mal à appréhender. Et puis, on a aussi même des problèmes sociaux. Il ne faut pas se le cacher. On a des problèmes dans le capitalisme du XXIe siècle. On a des enjeux on voit bien que ça gêne un peu le fonctionnement de la machine parce qu'il y a des réticences, il y a des oppositions et donc au total, on se retrouve avec des Trump, avec des choses comme ça qui créent des problèmes à notre avancée collective. Ça, c'était d'une thèse. Et puis il y avait l'autre thèse, notamment de gens comme McAfee et Brendan Hoffson, qui étaient au contraire de dire « Attendez les gars, vous avez encore rien vu ». Vous avez encore rien vu, et justement l'hydrogène, l'ordinateur quantique, la voiture autonome et tout ça. Et ça va être... qu'en fait, nos outils statistiques n'arrivent pas à mesurer les gains de productivité des nouvelles technologies, mais ils sont réels. Voilà. Oui, et on le constate tous dans notre activité quotidienne. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, contrairement à ce que vous imaginez, vous êtes en fait en déflation, c'est-à-dire qu'il y a plus de croissance et encore plus de déflation que vous l'imaginez, tellement il y a de qualité en plus qui vous est apportée. C'est-à-dire qu'en fait, la différence considérable entre un téléphone de 2021 et un téléphone de 1995, elle n'est pas suffisamment pricée aujourd'hui. Donc cet effet-là, et d'ailleurs les instituts statistiques le reconnaissent, ils disent s'il y a vraiment un sujet de travail, c'est pas parce qu'on sous-estimerait l'inflation, c'est peut-être au contraire parce qu'on la surestimerait. Vous savez, il y a des populistes qui avaient dit oh là là, en fait, il y a beaucoup plus d'inflation que vous l'imaginez. Les gens disent non, en fait, au contraire, il y en a peut-être beaucoup moins. Exactement. Parce que la qualité a rien à voir, même votre bagnole d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait penser que là, ça va pouvoir décoller, Jean-Charles, que l'ensemble de ces bons arguments que tu avances devant moi depuis des années avec constance, tout à coup sont balayés. Ce que je pense, c'est que effectivement, si la crise sanitaire, comme je pense ça va l'être, est vaincue par la science,
Cet été. Comme jamais dans le passé, on aura eu une telle épreuve humaine qui est vaincue aussi fortement, aussi rapidement et avec autant d'avancées en plus qui profiteront à d'autres maladies, à d'autres sujets. Je pense qu'effectivement, l'élan d'optimisme peut être fort. L'élan d'optimisme peut être fort et que, en fait, c'est souvent le Graal un peu en économie de chercher ce point de confiance. Qu'est-ce qui entraîne d'un coup le fait que les ménages, les entreprises prennent plus de risques, c'est aussi de l'immatériel, des choses comme ça qui sont pas quantifiables et qui sont un état d'esprit d'un moment. Et donc, si cet état d'esprit, c'est tout à fait possible que ça se passe autrement, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de grain de sable, s'il n'y a pas une crise internationale, un problème autre qui vient replomber l'ambiance et qui vient faire dire aux gens, ouais, non, en fait, on s'en sort pas. Le monde est plutôt dans une période de crise qu'une période d'euphorie. Ça marchera pas. Mais il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre pour l'euphorie. D'où cette image de Movida que je trouve en fait meilleure que Roaring Twenties. Parce que la Movida, c'est ça. La Movida, c'est tout à coup une libération des énergies. Exactement. Dans un pays qui allait pas bien. Un pays qui structurellement, économiquement était peu de richesse, qui avait peu d'atouts. Franco avait ruiné l'Espagne. Voilà. Et donc là, vous soulevez le couvercle et les gens se disent. Là, c'est l'euphorie. Je sais pas exactement d'ailleurs de quoi demain sera fait, mais j'ai tellement envie d'en profiter que je suis dans cette phase-là. Évidemment, ça voudra dire ce que tout de suite on va répondre, c'est à dire attention, parce que du coup, ça va quand même un peu changer l'équation, c'est-à-dire que en termes de notamment taux d'intérêt, de contexte sur les prix, il y aura peut-être des tensions et donc des gens qui vont commencer à dire oulala, tout ça est un peu dangereux et donc on va devoir calmer côté banque centrale cette envie, surtout si l'envie elle se traduit par plus de dettes, mais je pense pas. Je pense qu'au contraire, t'as vu ce qu'a dit, il y a les ingrédients, si tu veux, pour avoir à la fois cette euphorie et pas de problèmes dans les engrenages monétaires. Ma nouvelle copine Isabelle Schnabel, qui est l'une des membres allemandes de la Banque Centrale Européenne, devant effectivement l'idée d'une remontée des taux là, aux États-Unis à la fin de la semaine dernière, elle a dit « Mais si les taux devaient remonter en Europe, ce serait une très très mauvaise nouvelle et donc nous ferions encore plus. » Voilà, pour les faire baisser à toute force. Un mot, il nous reste 2 minutes pour libérer le bas de laine. Il y a à droite, à gauche, là, des idées de taxation qui arrivent. Évidemment, la mauvaise idée, ce serait de taxer. Ce serait vraiment une mauvaise idée. Ce serait vraiment une mauvaise idée parce que ça nous... Il y aura un effet, en fait, contraire. Surtout si l'idée, c'est aller taxer l'épargne actuelle temporaire comme ça. Les 20% qui ont bénéficié de si l'idée, c'est, et ça c'est récurrent dans le débat politique, c'est de refaire un geste sur le 0,5% des plus fortunés qui ne serait pas un geste conjoncturel, qui serait un changement de politique. On revient sur l'idée que il n'y a pas assez de taxation sur les très très fortunés. Ce sera encore autre chose. Mais si c'est une mesure qui touche les 2-3 déciles, là, ce serait complètement absurde. Parce que ces gens-là, au contraire, il faut les laisser. C'est pas des gens qui vont ne pas profiter. Je pense que c'est des gens qui vont avoir une consommation exceptionnelle si l'horizon s'éclaircit. Si l'horizon s'éclaircit, ils savent que cette épargne de précaution, ils n'en ont pas un besoin clair. C'est souvent des gens qui sont propriétaires, qui ont du patrimoine financier, qui vont se retrouver avec cet excédent-là et qui vont en faire un usage très positif. D'accord, mais tu auras encore renforcé ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce frottement terrible-là qui mine le capitalisme autour des inégalités. Oui, mais c'est là où il faut imaginer, et c'est là où peut-être que le plan de relance tel qu'il est en France est sous-dimensionné par rapport à ce que s'apprêtent à faire les Américains, c'est-à-dire, on n'a clairement pas choisi la même dimension, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait peut-être donner des chèques. C'est peut-être le moment d'aller donner des chèques à des gens qui ont le plus souffert de cette crise. Et je trouve, jeunes. Et je trouve qu'on est assez radin là-dessus. C'est toi qui le dis, ça. Mais oui, c'est moi qui le dis, parce qu'il y a des moments qui sont exceptionnels. Ce moment-là, il n'a pas été généré par une crise économique. Il n'y a pas eu quelque chose qui déraillait dans le système parce qu'il y avait du surinvestissement, des choses comme ça. Il n'y avait pas de problème économiquement début 2020. Quand on se replace à janvier 2020, tout va bien. Tout est à peu près en ordre. La machine tourne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Donc le problème, il est complètement exogène. Donc un problème complètement exogène, avoir une réponse qui elle-même est complètement particulière, je pense que ça a du sens. Jean-Charles Simon, notre premier invité, on va aller parler justement d'un secteur, alors pour le coup qui est la tête dans le seau, le voyage d'affaires tout de suite. On continue les amis, on continue avec Valérie Sasset. Bonjour Valérie. Bonjour.
directrice générale donc pour la France, hein, pour la Valérie. France. Ouais. Alors BCD Travel. Alors c'est intéressant d'ailleurs. Donc on va parler du voyage d'affaires. Là, on parlait de Movida mondiale, cette idée. Beaucoup d'économistes sont dans cette idée quand même d'une reprise qui va être explosive, extraordinaire. Voilà. Ouais. Croisés. Ouais. C'est bien, ils ont raison. Ils ont raison. Non, mais c'est ça le truc, mais on va y aller, c'est que même une reprise extraordinaire, en fait, quand on se creuse la tête, on se dit où est-ce qu'il peut y avoir un changement structurel. C'est un peu sur vous que ça tombe quand même, Valérie. Ouais. C'est ça le truc, c'est-à-dire, on a l'impression, mais alors c'est intéressant parce que, mais alors attendez, reprenons les choses dans l'ordre, parce que là je pars dans tous les sens. D'abord, BCD Travel, il y a quelque chose qui est intéressant quand même avec le voyage d'affaires finalement, c'est qu'à part, mais alors vous me dites, on ne dit plus Carlson Wagon-Lit, à part Carlson Wagon-Lit, qu'à mon avis à peu près tout le monde connaît, en fait c'est pas vraiment des marques commerciales, c'est-à-dire que nous qui sommes quelque part vos clients, on n'est pas vos clients, parce que vous passez par l'intermédiaire des entreprises. C'est que du B2B, en fait, le voyage d'affaires, c'est ça un peu. Exactement, Ouais. c'est du B2B. Donc, les grandes entreprises, les grands acheteurs des entreprises nous connaissent tous, généralement. Alors, on ne dit plus Carlson, on dit CWT. Ouais, CWT, ouais, voilà. Et on dit toujours BCD Travel. Et on dit toujours BCD Travel. Toujours, oui. Vous êtes néerlandais, hein? Alors, groupe néerlandais, 100% privé, appartenant à une famille néerlandaise qui a construit cette entreprise, magnifique entreprise, depuis plus de 25 ans. Premier européen. Premier européen, un des 3 grands mondiaux. Donc c'est ça, vous m'aviez dit American Express, enfin qui s'appelle plus American Express. Non, qui s'appelle GBT, je crois. Moi aussi, des fois, je suis un peu perdu. C'est ça. Mais c'est pas... J'y pensais pas, en fait. C'est en voyant tous ces noms, c'est pas un frein supplémentaire aux efforts que vous allez faire, forcément, pour essayer de relancer le dynamisme de votre activité. Les noms qui changent ? Mais non, le fait qu'à aucun moment, moi, consommateur potentiel de voyage d'affaires, j'ai un référentiel, en fait, ou une marque à laquelle je sois attaché. Non, je ne crois pas. La décision ne se fait pas au niveau des voyageurs aujourd'hui dans les entreprises. Le voyageur compte beaucoup, mais les décisionnaires, ce sont plutôt les acheteurs, les directeurs financiers. Ouais, c'est du business, comme son nom l'indique. Hein. Donc, c'est des contrats minimum 3 ans qui souvent durent très longtemps parce que c'est pas rien mettre en place une agence de voyage à faire. Donc, non, c'est pas très grave en soi de ne pas être connu par le grand public. Et ce groupe donc néerlandais, enfin, on peut avoir une idée du chiffre d'affaires, groupe familial, Impossible. Alors d'abord, on est un peu frileux sur la communication des chiffres, mais depuis cette crise... Non, mais avant. c'est plusieurs milliards Plusieurs dizaines de milliards. Oui, mais de budget, voyage qu'on gère. Alors le chiffre d'affaires, pour le voyage d'affaires, c'est aussi très compliqué. Je comprends, c'est comme les distributeurs, ça. Voilà, oui, comptablement, c'est le cumul de tout un tas de choses. Donc c'est plusieurs, on gère plusieurs milliards de voyages d'affaires, oui. Et l'État néerlandais est venu parce que l'État néerlandais, il est quand même... Oui. À notre secours. Il est venu au secours de BCD ? On ne lui a pas demandé. Ah ouais. On ne lui a pas demandé directement. En fait, on profite, comme tout le monde, hein, des aides de l'État par rapport à notre secteur, qui est un secteur dit sinistré. C'est le cas dans tous les pays du monde. Donc, selon les règles et les lois du travail de certains pays, on bénéficie de ces subventions, de ces aides, qui, grâce à ces aides, on essaye de passer le cap. Mais jusqu'alors, c'est seulement de ça dont on a bénéficié. Et alors, donc vous me disiez, vous n'avez aucune idée en fait de ce que va être votre niveau d'activité ? Non. Voilà, on se pose 2 questions en fait partout dans le monde. C'est quand est-ce que ça va redémarrer ? Parce que ça n'a pas redémarré du tout. Et qu'est-ce qu'il reste finalement ? Voilà, qu'est-ce qu'il reste ? Personne ne croit que nous allons retrouver le niveau d'avant la crise. Non. C'est peut-être les compagnies aériennes le croient, mais en tout cas pas dans le voyage d'affaires. On pense qu'il y a un pan de l'activité qui a disparu au profit des meetings virtuels, ce qu'on fait tous. Ouais. Et puis le reste va revenir, mais quand ? On ne sait pas. Vous l'écriviez en fait dès 2017. Vous le sentiez. J'ai retrouvé c'est la mémoire d'Internet, ça, c'est un truc. Hein, formidable ou très dangereux. Non, vous allez voir. Non. Mais non, vous aviez tout compris. Parce qu'en fait, vous disiez, on est devant 5 bouleversements.
Vous voyez sans doute à quel papier je veux faire allusion, c'est très intéressant. Alors d'abord, évidemment, on était là-dedans, tous les bouleversements technologiques, c'est-à-dire le voyage d'affaires branché directement sur mon organizer, sur mon calendrier, etc. Et tout. On y est. Et ce que vous décrivez, enfin on y est pas toujours, hein, pardon. Oui. Voilà, certains y sont. Certains y sont, voilà, c'est ça. Non, je pense que ça dépend autant de l'infrastructure technique de BCD, c'est-à-dire du voyagiste, que de l'infrastructure de l'entreprise. Oui, et du voyageur. Et du voyageur. Qui est geek ou qui ne l'est pas. Mais alors, un truc, on va reparler ça après, mais surtout, vous disiez, en fait, il va falloir, donc, on va vers un voyage responsable, savoir à quoi mon voyage va servir et s'il est vraiment indispensable. En fait, vous saviez que c'était devant vous, ça. Alors, on ne savait pas qu'il y aurait cette pandémie, mais finalement, ça a explosé, entre guillemets, grâce à ça. Même c'est un peu dur de dire grâce dans le sujet. Mais oui, il y avait tellement... Avant cette crise des voyages pour tout et pour rien, c'était hallucinant. Déjà, depuis quelques années, chez BCD, on essayait de vendre un peu à nos clients de voyager responsable en disant « Est-ce que vous êtes sûr que vous devez voyager ?» Alors, c'était complètement contre-productif. Hein. Oui, c'était un peu étonnant, un peu provocateur. Mais finalement, on a eu raison. On avait on avait une vision de ce qui allait, ce qui allait pas et ce qui allait se passer. Et voilà. Donc là, c'est quoi? Moi, quand je discute avec, ici, hein, on discute avec des cadres dirigeants, eux, ils disent divisé par 2, à peu près. Non, je pense que c'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Dans un premier temps, nous, on voit les choses... Eux, ils voient leur voyage divisé par 2. Non, ça va être beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Oui, aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, bien sûr. Vous êtes obligé de faire un test PCR à l'aller, en retour, etc. À un moment, on va en sortir quand même. Nous avons un peu de recul. Hein. On a eu d'autres crises dans le passé. On a eu le SRAS, la grippe aviaire, etc. Et le temps, on a eu les attentats aux États-Unis. Le temps que le niveau de déplacement revienne au niveau où il était avant une grosse crise telle que je viens de les nommer, il a fallu 2 ans. À chaque fois, le temps que ça remonte. Ici, c'est tellement incroyable, tellement majeur que c'est ce que je vous dis. Je pense que jamais nous ne retrouverons le niveau d'avant parce que d'office, on a pris d'autres habitudes. Moi, je vous dis divisé par 2. Le niveau divisé par 2. Votre activité divisée par 2. Ah, à terme, oui, dans les 5 ans. Vous me dites c'est beaucoup plus que ça. Ah non, d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris. Dans les 5 ans ou quelque chose comme ça, ouais, je saurais pas le dire. On n'en est pas là sur nos prévisions. Là, en ce moment, c'est essayer de colmater tout ce qu'on peut colmater. Est-ce que vous avez le temps de vous projeter dans en fait, la période dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Ce qu'on a tous découvert, c'est qu'il faut énormément de travail pour gérer la non-activité. C'est incroyable, quoi, de mettre... Par exemple. On a mis tous nos entreprises en veille et on a attaqué dossier par dossier pour renégocier nos contrats clients, pour renégocier nos coûts fixes, pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les subsides de l'État. Et donc, c'est un travail mais gigantesque, souvent d'experts, où on n'a pas toujours les capacités pour le faire. Et on a mis tous nos collaborateurs au chômage quand même. Moi, j'ai 90% des gens qui sont en activité, 95% des gens qui sont en activité partielle. Alors, certains travaillent pas du tout, d'autres travaillent que 5%, d'autres travaillent 20%, c'est très flexible, mais du coup, on s'est retrouvé à gérer une situation sans beaucoup de ressources et avec beaucoup de complexité. Donc, ne serait-ce que les prévisions de redessiner notre entreprise ou nos entreprises en imaginant qu'est-ce que va être le voyage dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas rien, quoi. Il faut se poser, réfléchir et tout réinventer, au fond. Ce qu'on appelle pudiquement le chômage partiel, qui est un vrai chômage. Qui s'appelle l'activité partielle. Activité partielle depuis 1 an, donc maintenant. Ah oui, depuis 1 an. Depuis mi-mars, nous sommes en activité partielle. Comment est-ce qu'on maintient les équipes en éveil? Comment est-ce que le manager que vous êtes, j'imagine... Oui. On est... on se réunit ponctuellement, enfin on se réunit évidemment virtuellement, mais ponctuellement... Ça a du bon, toutes ces crises, hein, ça nous a incité à se poser les bonnes questions au bon moment, c'est-à-dire qu'on a tout de suite... focalisé notre communication sur le personnel, sur les équipes, parce qu'effectivement, quand les gens ne sont plus là,
il faut les tenir en éveil, il faut les informer. Et tous les systèmes que nous avions ne fonctionnent plus. Quand les gens sont en chômage à 100%, ils ne se connectent pas sur leur mail. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour communiquer avec eux. Ce genre de détails Bien sûr. qu'on découvre. Ils n'ont pas le droit, vous le savez tous. Mais oui, et donc il a fallu, on a créé des groupes WhatsApp pour communiquer avec les gens qui, en plus, nous, on avait... Qui doivent être quand même dans une sacrée angoisse, parce que si même vous, leur directrice générale, ne sait pas de quoi seront faits les 6 prochains mois... Oui, on a misé sur la totale transparence. Et donc, chaque mois, on a des rendez-vous mensuels pour toute l'entreprise et on leur dit exactement où nous en sommes de nos prévisions, de nos plans, du carnet de commandes. Je communique en disant, voilà, on a tant de réservations sur tel mois, sur tel mois, sur tel mois. Donc, comme je n'ai pas de boule de cristal et personne n'en a, on est transparent en disant, à ce jour, voilà ce qu'on gère. On gère, on pilote à vue, c'est-à-dire que... Et quoi, c'est 10% de l'activité que vous aviez l'année dernière ? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. On est à 10%, entre 10 et 15%. Et cet été, quand il y a eu le rebond général de toute l'activité... Alors, pour le voyage d'affaires, c'était pas l'été. Nous, c'était en septembre où ça a rebondi. On s'est dit, ouais, chouette. C'est reparti. C'est reparti. On était à 15-20%, ce qui était quand même pas énorme. Mais on s'est dit, ça y est, ça redémarre. Est-ce qu'il y a moyen de réinventer quelque chose dans vos réflexions ? Est-ce que vous vous dites, à quoi mon voyage va servir s'il est vraiment indispensable ? OK. Et au-delà, comment est-ce que moi je peux redonner envie ? Enfin, vous, en l'occurrence. Oui, on a travaillé principalement sur 2 axes. Un, informer les sociétés, les voyageurs de tout ce qui est relatif aux mesures sanitaires, parce que c'est bien beau de vouloir revoyager, mais encore faut-il pouvoir donner une information qui soit à jour et qui aide au voyage, parce que vous avez vu... Ce qui est en soi un énorme boulot, j'imagine. Ça doit être un truc de dingue. On a créé des bases de données énormes avec des sources de partout pour essayer d'avoir une information qui soit mise à jour à la seconde presque, pour que nos agents et nos voyageurs puissent savoir si demain je vais en Allemagne, je passe pas par la Moselle, par exemple, ou je vais passer par ailleurs. Donc, l'information, ça a été le projet principal qui a été mis tout de suite en place. 2, comment on aide les entreprises, parce qu'ils savent encore moins que nous, finalement, les entreprises, quand est-ce qu'ils vont redémarrer et comment ça va se passer pour les entreprises. Nous gérons principalement des très grosses entreprises, et donc c'est aussi l'inconnu pour eux. Donc, les aider à mettre en place des solutions ou des programmes de ce qu'on appelle en bon français back to travel. Donc, justement, de savoir à quel moment je dois voyager, à quel moment je dois favoriser. Qu'est-ce qui est vraiment indispensable. Voilà, et donc, c'est pas nous qui prenons la décision, mais on met en place des outils pour les aider à réfléchir à des nouvelles règles, finalement. Parce que les entreprises ont dû aussi, dans cette période, revoir toutes leurs règles de déplacement. Bien sûr. Et c'est passionnant, vous êtes obligé vous êtes obligé vous-même finalement d'organiser la destruction d'une partie de votre activité. Oui, mais on l'avait, comme vous l'avez lu, on l'avait déjà. On ne voit pas ça comme ça. On ne pense pas qu'il s'agisse de détruire une partie de notre activité. Il s'agit d'être moteur dans les grandes tendances, parce qu'on imagine, on pense que nous sommes les spécialistes des déplacements professionnels, qu'ils soient physiques pas physique. Donc, c'est notre job à nous de donner les grandes tendances et de préparer nos clients et nos entreprises à être à la pointe des nouvelles façons de faire du business, puisque c'est de ça qu'on parle. Parce que c'est vos énormes bases de données sur la santé qui me font réfléchir à ça. À un moment où l'injonction environnementale dépasse toutes les autres, finalement, vous allez être aussi expert du mode de déplacement qui sera... Voilà. Mais oui, mais ça va être un levier finalement très, très important. Mais on reporte déjà depuis fort longtemps sur les empreintes carbone de tout déplacement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vous ouvrir de nouveaux marchés, c'est-à-dire, vous dites de grandes entreprises, mais justement, l'entreprise un peu moins grande, qui n'avait pas forcément recours aux services... Peut-être qu'elle va trouver un intérêt aujourd'hui. Peut-être. Pour la santé, la sécurité, c'était déjà fondamental. C'est-à-dire que nous sommes les TMC, ce qu'on appelle, on est les seuls à pouvoir assurer aux entreprises le duty of care. C'est-à-dire que quand vous réservez par l'intermédiaire d'une agence comme la nôtre,
on sait exactement où vous êtes et on peut à tout moment donner l'information au RH, au DG, etc. Donc c'est fondamental. Si vous réservez sur d'autres sources, il n'y a que vous qui savez où vous êtes. C'est challenging. Non, il y aura toujours 3 géants à la fin de cette histoire, ou vous pensez qu'il peut y avoir un peu de consolidation dans le... On les attend depuis quelques temps. On se dit alors quand est-ce que Google va rentrer dans ce Ah non, je pensais plus business. à Carlson par exemple qui à un moment calanche et dit on n'y arrive pas. Moi j'ai un naturel plus positif que vous. Même si Carlson ou quiconque devait être acheté, c'est pas grave. La consolidation va continuer. Ça fait 50 ans que ça existe, la consolidation dans ce business. Non, moi je pensais plus à des nouveaux entrants, plus digitaux. On les voit pas encore. L'équivalent de ce qui se fait sur le voyage touristique classique. Quoi. Voilà, on les voit pas. Et non, mais vous venez de m'expliquer pourquoi. La technicité que parce que déjà, vous mettez en avant nous permet de comprendre pourquoi c'est peut-être on est compliqué. très bon, on a beaucoup d'expérience et il n'y a pas que ça. Et puis, c'est un business où il n'y a pas des grosses marges. Donc, c'est aussi sûrement un frein à l'arrivée de grosses entités telles que Google ou Facebook ou je ne sais quoi. Merci Valérie. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Puis on se reparlera dans quelques mois peut-être pour faire le point. Ou dans quelques années. Bougez pas. Non, enfin, Valérie Sasset, donc la directrice générale pour la France de BCD Travel. On repart les amis, on repart avec Harold Guillemin qui est avec nous. Bonjour Harold. Bonjour Stéphane. Fondateur, alors tout jeune fondateur, ça démarre à peine. Tout à fait, 1 an et demi d'existence. Ah quand même, 1 an et demi d'existence. Déjà du chiffre d'affaires, déjà des moteurs vendus ou pas? Très peu, peu. Mais on est plus en développement justement. Non, et puis alors il faut le truc c'est toujours la fameuse phrase de Jeff Bezos, quand vous êtes en avance, il est tout à fait normal que 99% des gens ne comprennent pas ce que vous faites. Tout à fait. C'est ça le truc. Et il l'a dit, voilà, il l'a dit, tu vois. Et puis à un moment, on a compris Amazon. Voilà. Tout à fait. Donc à un moment, on comprendra Things. On va parler de 2 choses. D'abord, on va parler du nautisme, des bateaux, etc. Et puis on va parler peut-être, parce que je crois que c'est quelque chose qui te passionne de manière particulière, du biomimétisme et de la façon dont en fait, la nature peut nous apprendre énormément pour relever un certain nombre des défis, alors défis industriels qui sont en fait des défis environnementaux devant lesquels nous sommes. Mais le premier truc, donc tu fais un moteur de bateau et tu fais un moteur de bateau à nageoire. Tout à fait. On va le voir. Vas-y, tu vas raconter. Et puis, non, alors il ne faut pas que tu regardes le film. D'accord. Parce que sinon, tu ne parles plus dans le micro. Tu le connais. Voilà. Donc, on va voir ce que c'est et tu vas nous raconter. Eh bien, tout à fait. Chez Phoenix, on remplace l'hélice des bateaux par une membrane. Une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet 3 gros avantages. Une économie d'énergie, parce qu'on ne mixe pas un fluide, on le propulse en ligne droite sur cette membrane. Regarde, on le voit là. Une sécurité maximale parce qu'on n'a pas d'hélice. Il n'y a aucune pièce en rotation, donc il n'y a aucun risque de blessure et de se couper finalement. Et puis un entretien réduit puisque vous avez beaucoup moins de pièces, pas de vilebrequin, pas de réducteur, donc on réduit les risques liés à ces pièces mécaniques. Cette nageoire, elle a une drôle de forme, c'est celle-ci. C'est une membrane en forme de disque qui ondule de la périphérie vers le centre. Et en fait, donc là, on voit une coupe de cette nageoire, c'est ça? On voit une coupe de ce disque-là. Tout à fait. En fait, l'onde qui se propage de la périphérie vers le centre aspire le fluide et propulse le bateau sans aucune pièce en rotation. C'est une technologie biomimétique. En fait, on s'inspire de la nature, du poisson, des mammifères marins. Ah, c'est ça, on le voit exactement. Pour propulser un bateau. Alors, ça marche à l'électricité? Tout à fait. 100% électrique. 100% électrique. Donc, il n'y a pas d'essence, mais il n'y a pas d'huile non plus. Enfin, tous ceux qui connaissent un peu les moteurs de bateau. Non, on n'a pas de réservoir d'huile, d'essence, on n'a pas de filtre, pas de toutes ces pièces liées finalement au thermique, au moteur thermique, parce que c'est un moteur 100% électrique. Et comme tu dis, enfin, oui, il n'y a pas seulement l'électrique, mais comme tu le dis, la nageoire et donc, fait qu'il n'y a pas de pièces mécaniques à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit là qui s'allume et tout? C'est l'électroaimant. En fait, c'est l'électricité qui va passer dans des bobines pour faire vibrer des aimants qui vont, à leur tour, faire vibrer cette membrane. En fait, cette membrane vibre, ne tourne pas, et c'est la vibration qui crée la propulsion. Et évidemment, on peut accélérer. Tout à fait. En fait, vous jouez sur l'amplitude de cette membrane et la fréquence pour jouer à la fois sur la puissance délivrée sur le moteur et la vitesse en sortie de propulseur. Donc, puissance électrique. Alors, j'ai pas noté les...
enfin, les équivalents chevaux qu'on développe, que tu développes aujourd'hui. Pour l'instant, on est sur des petits bateaux. Voilà, on va Tout dire. à fait. Pour commencer, on a sélectionné un moteur à taille humaine, je dirais, un 5 chevaux, 100% électrique. 5 chevaux, en gros, ça vous sert pour sortir du port, si vous avez un voilier jusqu'à 3 tonnes, 7 mètres de long. 3 tonnes, c'est 7 mètres de long. Voilà, en gros. Ouais, ça fait un beau bateau quand même. Ou alors une annexe de 3-4 personnes pour récupérer son voilier ou bien se promener sur un lac une après-midi en famille. Les loueurs de bateaux, d'ailleurs, sont très intéressés par cette technologie électrique, safe et innovante finalement. Parce que les loueurs ont pas mal de clients qui ne savent pas forcément manœuvrer des bateaux, qui louent des bateaux pour une après-midi. Et eux sont intéressés de proposer cette technologie complètement safe, sans risque de blessure. Eux, ce qui les intéresse le plus, en fait, c'est l'absence d'hélice. C'est la disparition de l'hélice. L'absence d'hélice et l'électricité. Un moteur électrique sans bruit, silencieux, sans odeur. On se libère finalement des contraintes liées au thermique. Voilà. C'est Et fini puis ça. Tout à fait. Donc c'est un des bruits du port qui va disparaître en fait. C'est un des bruits du port. En fait, j'avais pas pensé au silence du moteur électrique. L'électrique finalement, c'est valable à la fois pour l'automobile et pour les bateaux. Vous allez avoir des moteurs de bateaux complètement silencieux, à la fois pour l'homme et puis pour l'environnement marin qui est aujourd'hui très impacté par ce bruit sous-marin. La batterie, c'est un sujet quand même quand on fait de la plaisance. C'est toujours un sujet en fait, l'électricité. Oui. Enfin, je veux dire, il a sa propre batterie ou il est branché sur la batterie du voilier? Alors, aujourd'hui, c'est un 5 chevaux. Donc, on n'a pas directement la batterie incorporée. C'est un peu trop puissant pour que la batterie soit incorporée au moteur. Pour des versions plus petites, on pourra avoir la batterie au-dessus du moteur hors-bord, donc à l'arrière du bateau. Aujourd'hui, sur ce 5 chevaux, la batterie est intégrée au voilier. C'est une batterie de 30 kg qui vous sert pour 1 heure, 1 heure et demie d'autonomie à pleine puissance ou alors 6 heures à puissance normale. Donc évidemment, vous n'allez pas partir en pleine mer avec ce bateau et affronter vents et marées, mais vous allez pouvoir naviguer tranquillement, sereinement, sans bruit, sans odeur sur un lac. Il faut parce qu'elle est là, la vraie pollution du littoral. Il faut que tu t'occupes des jet skis. Voilà, c'est ça le truc. Il faut que tu nous fasses le jet ski totalement à membrane. Eh bien, c'est prévu, Stéphane. Ne vous inquiétez pas. Le prochain développement, en fait, qui nous concerne, c'est un 150 chevaux, un 100 kW, 100% électrique que l'on va lancer. On va lancer le développement cette année, en fin d'année, après une nouvelle levée de fonds. C'est un saut quantique, là, quand même. Un saut quantique, mais c'est là, je dirais, où on aura un vrai impact à la fois auprès de nos clients, parce que le 150 chevaux, ça vous permet de sortir, de faire des sorties nautiques, de sport nautique, d'être tiré en ski. Le 150 chevaux, en gros, c'est le marché du nautisme pour les moteurs de bateaux. Et effectivement, au niveau énergétique, c'est là où on va pouvoir économiser un maximum avec cette membrane. Et ta membrane, là, qui fait quoi, à peu près 15 cm de circonférence? C'est ça. Elle va faire combien avec 150 chevaux? Alors, c'est un peu comme les hélices, finalement. Vous n'allez pas avoir... vous savez, les hélices des 5 chevaux, elles sont de cette taille, et puis des 150, elles sont un peu plus grandes, mais pas tellement. Vous pouvez jouer sur d'autres paramètres, en fait. Vous jouez à la fois sur la force, l'amplitude, la fréquence. On peut jouer sur une quarantaine de paramètres avec cette membrane. Plus ou moins résistante. Il y a énormément de oui, ça a l'air d'un rond de caoutchouc, tout ce qu'il y a de plus basique. Tout à fait, mais il y a du pilotage, il y a de l'intelligence, il y a de la robustesse des matériaux derrière tout ça. Et effectivement, on va scaler un peu la membrane, on va jouer sur d'autres paramètres, la force, concrètement, donner plus de force à cette membrane pour qu'elle actionne beaucoup plus de fluide. Ouais, c'est ça. Et donc monter en puissance sans se retrouver avec une membrane énorme. Bien sûr, on pourra atteindre des plus grandes puissances en scalant et en jouant sur ces 40 paramètres. J'ai dit caoutchouc, c'est du caoutchouc? C'est un élastomère. C'est, je dirais, à la fois du caoutchouc, de l'élastomère. C'est un type de caoutchouc. Lié... Designé pour... Alors, d'abord, donc, tu ne dis pas Finx, mais tu dis FinX. Tout à fait. En fait, fin, en anglais, c'est la nageoire. Ouais. On voulait quelque chose qui rappelle notre technologie, la nageoire, et puis le côté sport et moderne avec le X. Côté polytechnique aussi, quand même. Un peu. Un peu. Alors, j'ai pas fait polytechnique, mais... Non, mais on est dedans. Oui. Et donc, ce polymère-là, il a été designé par...
Sphinx ou tu l'as trouvé sur le marché? Alors, cette technologie vient des pompes industrielles et médicales. Moi, j'ai travaillé 5 ans sur cette technologie dans les pompes industrielles avec l'inventeur de cette technologie et également mon père. Donc, je dirais que c'est une histoire un peu de famille. Mon père et l'inventeur ont fondé AMS, une société dans les pompes industrielles. J'ai travaillé avec eux pendant 5 ans. Pompes industrielles, enfin, qui servent à quoi Pour véhiculer des fluides. Aujourd'hui, ils ont une petite gamme de pompes de 200 watts pour notamment des vides caves ou des pompes d'aquarium. Et puis, ça commence dans l'industrie tout juste. Et l'objectif, après ça, eh bien, c'était de l'adapter au moteur de bateau. Je me suis toujours dit comment donner un peu plus de sens à cette membrane et l'adapter à un marché qui me touche en tant que Breton. Faire des moteurs de bateau, propulser des bateaux autrement qu'avec une hélice. Finalement, vous n'avez aucun poisson dans l'océan qui avance avec autre chose qu'une nageoire. Il n'y a pas de poisson à hélice. Ouais, en mimant la nature, je pense qu'on arrivera à de belles choses. C'est un truc qui t'intéresse. J'ai cru le biomimétisme. Oui, si vous voulez, la vie sur Terre a 4 milliards d'années d'évolution. C'est une société qui n'a jamais fait faillite, finalement. C'est la plus belle société que l'on ait jamais connue. Donc, pourquoi ne pas s'en inspirer pour avancer en termes de R&D et proposer des solutions hyper innovantes qui sont safe et les plus responsables possibles, finalement. Donc, je dirais que c'est plus de la bio-inspiration que du biomimétisme. Biomimétisme, vous êtes vraiment sur le mime de la nature pour réaliser une application. Oui, vous auriez fait en fait une nageoire géante, voilà. Une nageoire de baleine qui se met derrière le bateau. Tout à fait. On nous a déjà posé cette question, effectivement, pourquoi vous n'avez pas rajouté une vraie nageoire à l'arrière du bateau et pas une membrane hyperactive? Eh bien, la vraie nageoire, vous auriez eu le balancier qui aurait fait pas mal de tort aux marins. Donc on a souhaité condenser tout cela et marcher plutôt en termes de fréquence, c'est-à-dire que la membrane oscille à très haute fréquence. On n'a pas le temps de voir les ondulations sur cette membrane parce que ça oscille à très haute fréquence. Et donc grâce à cette haute fréquence, on peut réduire la taille et se retrouver avec une membrane de plus petite taille. C'est magique, hein, le poids de l'ensemble de ton... Aujourd'hui, c'est 18 kg, 18-19 kg. On est sur des poids comparables. Ouais, c'est ça, on a 1 an et demi d'existence, donc pour le moment, on ne table pas tellement sur le poids. Oui, c'est pas la recherche du truc. Enfin, voilà, je posais la question comme ça. Après, il faut que... L'autre question, c'est le prix. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être compétitif par rapport au moteur à hélice. Tout à fait. En fait, grâce à cette technologie, plus économe en énergie, on va pouvoir supprimer un peu de cuivre parce qu'on a un meilleur rendement avec ce moteur. Donc, on va pouvoir réduire le prix de notre moteur électrique comparé à des moteurs électriques existants. Donc, on va jouer à la fois sur ça pour faire réduire le coût du moteur, et puis à la fois sur les matériaux qui ne sont pas des matériaux, je dirais, très nobles. Vous l'avez souligné, cette membrane, c'est quasiment du caoutchouc, c'est un élastomère. On n'a pas de titane, on n'a pas d'or dans notre moteur. C'est un moteur, je dirais, classique et le plus responsable possible. Donc, on peut réduire les coûts. Aujourd'hui, le moteur, on le propose à 3 000 €. C'est le prix, c'est l'ordre de prix des moteurs électriques de bateaux de 5 chevaux. On espère pouvoir réduire cela tout en gardant une production la plus centralisée, la plus locale possible. Aujourd'hui, on discute déjà avec des industriels. Tu veux cocher la case Made in France? Je dirais que c'est obligatoire, indispensable pour cette technologie. Obligatoire, tu as dit, obligatoire. Donc évidemment, l'industrialisation, c'est un vrai sujet. Et on se penche sur le sujet pour qu'on propose un moteur qui ne soit pas 2 fois plus cher que les prix du marché, mais qui soit le plus responsable possible par rapport à son temps. Donc parce que ce sera ton vecteur, pardon, je vais prononcer le mot, pour moi il est très noble, hein. Ce sera ton vecteur marketing. Oui. C'est vraiment le moteur responsable. Voilà. C'est ça, responsable, innovant, biomimétique. Tout à fait. Enfin, juste, il nous reste 2 minutes. Et en fait, quand je préparais cette interview, je suis tombé sur un sondage fait au CNRS. Bon, il y a des chercheurs, il n'y a pas que des chercheurs au CNRS, mais enfin quand même. Moins de la moitié des répondants pensent que les problèmes environnementaux peuvent être résolus par le développement de technologies plus performantes. C'est une sacrée question, ça, Harold. Hein. Vraiment, elle est au cœur de beaucoup de réflexions. Parce que si on n'y arrive pas par la technologie, alors forcément, il faut changer notre mode d'existence.
Tu penses, toi, qu'on peut y arriver, par exemple ? Je pense que ça sera un tout. Il y aura à la fois les technologies qui vont nous aider d'aller dans le bon sens, et puis on sera obligé de passer par une certaine décroissance pour moins consommer, peut-être mieux consommer. Ça serait à rien finalement on commercialise un moteur de bateau qui soit utilisé 5 fois sur 10 ans, alors qu'on peut le confier à des personnes qui vont l'utiliser plus. On réfléchit à différents business models pour proposer des moteurs qui sont, je dirais, bons pour à la fois, je dirais, pas trop impactants pour l'environnement et bons pour l'homme, qui permettent Mais donc ça veut dire que tu réfléchis aussi à une méthode de commercialisation, par exemple, qui fera que le moteur, on pourra l'utiliser pendant 1 mois, 2 mois, et puis ensuite... Parce que c'est vrai qu'avec moins de mécanique, moins d'entretien, il y a sans doute un peu plus de robustesse. Oui, et pourquoi pas, je dirais, limiter la production pour à la fois nous orienter vers des clients qui ont vraiment besoin de ce moteur, plutôt que... tout est possible aujourd'hui. On est au début du projet, et effectivement, tout est à étudier, mais... Personnellement, je n'ai pas envie de dédier cette membrane à des applications qui seraient nonsense, finalement pour l'homme et pour le siècle à venir. Donc le jet ski... Attendez, ça ne veut pas dire abandonner tous les loisirs. Ça ne veut pas dire abandonner tous les loisirs. Non, mais je t'entends. Mais un jet ski électrique, c'est déjà beaucoup mieux que le thermique. Maintenant, peut-être... c'est ça, innover ensemble. Les entrepreneurs de ce 21e siècle ne réfléchissent plus comme les entrepreneurs du 20e siècle. Et je suis ravi d'en être le témoin sur ce plateau. Voilà. Merci Stéphane. Mais nous sommes également soutenus, si je peux me permettre. Oh bah vas-y, mais vite alors. Oui, Loïc Perron, le grand navigateur. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Notre parrain qui Mais ça m'intéresse moins que les ingénieurs. Oui. Voilà. Alors lui a un côté hyper technique. Hein. Vous savez, il nous aide énormément aussi sur ces sujets. Oui, mais enfin, comme tu le dis, ton moteur, il sert à sortir du port. Donc Loïc Perron, son expertise pour sortir du port est certes intéressante. Il nous aide à la conception, il le teste également. Harold Guillemin, donc FinX. Merci. Phoenix. Tout à fait. Phoenix. Sur Bismart. On termine, les amis, et on termine avec Sébastien Lefébure, qui est le directeur général Europe du Sud de Manhattan Associates. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, et grâce à toi, je vais apprendre déjà le nom d'une entreprise, mais enfin ça, c'est à peu près tous les jours, et le nom d'une activité. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des spécialistes aujourd'hui de la gestion, mais c'est logiciel. Tu ne t'occupes pas du tout de hardware, gestion logicielle des entrepôts. Voilà, qui est une activité très spécialisée, ce qu'on appelle un niche player, et en même temps une activité sur laquelle Manhattan Associates est une société à la base américaine présente en France depuis 20 ans, qui représente à peu près 600 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Alors, niche player, je vais reprendre une phrase, c'est une phrase que m'avait donnée à l'époque le patron d'Edenred. Je lui disais que les tickets restaurants, c'était une niche fiscale, et il m'avait dit une niche de cette taille-là, ça s'appelle un chenil, je me souviens. Et il n'avait pas tout à fait tort. C'est un peu la même chose pour toi. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, l'explosion logistique va rendre indispensable aujourd'hui cette gestion logicielle. Raconte-moi ce que tu fais, raconte-moi ce que tu apportes aux entrepôts. Alors, Manhattan, en tant qu'éditeur et intégrateur, c'est-à-dire qu'on met en œuvre nos solutions, on intervient pour le déploiement du logiciel. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'explosion des volumes e-commerce, le niveau de sophistication des entrepôts, et pas uniquement des entrepôts, on en reparlera certainement après, est devenu très important. Et donc les entrepôts qui font plusieurs hectares, plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, avec de temps en temps plusieurs centaines d'opérateurs, travaillent en temps réel et ont besoin en fait de savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Et donc ça, on le fait en temps réel avec un pistolet radiofréquence, un peu comme une application sur un smartphone endurci, qui va permettre de guider en fait les opérateurs dans l'entrepôt et d'optimiser ça. Comment ça, guider les opérateurs dans l'entrepôt? Et on leur affiche en disant il faut aller à tel endroit dans l'entrepôt pour faire un prélèvement. Donc ils ont un petit device, c'est ce que tu appelles un pistolet, exactement. Toi. Mais pourquoi un pistolet? Parce qu'à la base, ça a une forme, ça a évolué, mais c'est pour bien le tenir. Pour bien le tenir, voilà, d'accord, pour que ça ne gêne pas. Et en fait, ils ont une carte, quoi, et ils suivent la carte. Et donc ils ont une série d'instructions où on leur demande d'aller à certains endroits dans l'entrepôt pour faire un prélèvement, faire un réapprovisionnement, c'est-à-dire prendre une palette et venir la mettre à un endroit où on va venir faire du prélèvement à la pièce. Parce qu'il y a la gestion immédiate
Et puis, il y a la préparation, en fait, indispensable de la gestion, j'allais dire du lendemain, mais même de l'heure qui va suivre ou des 2 heures qui vont suivre. Voilà, alors historiquement, l'entrepôt, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur un horizon de temps qui permet en fait de déclencher des opérations avec peut-être une journée à l'avance. Ouais. Voilà mon activité du lendemain. Donc relativement simple, hein, on planifie l'activité, puis il y a quelques aléas qu'il faut gérer, mais mieux on planifie, plus ça se passe bien. Et maintenant, un entrepôt, il a bien évidemment du réassort de boutiques à faire, c'est-à-dire les ventes de la veille, par exemple. Donc ça, c'est une activité assez traditionnelle. Mais il va y avoir des commandes e-commerce qui tombent, et certaines qui doivent partir sous 24 heures, certaines sous 2 heures. Et donc, en fait, il est bombardé en temps réel de sollicitations. Et donc, avec des équipements industriels, de plus en plus de robots qui permettent en fait de préparer des commandes ou d'intervenir sur un flux de préparation. Et donc, on est en train de gérer une usine à colis. Optimisée. Mais une usine à colis, mais c'est encore plus compliqué que ça, parce que c'est une usine à colis personnalisée. Alors, Comme tu l'as dit, entre celui qui a payé pour avoir sa livraison dans les 2 heures et celui qui peut attendre quelques jours. Alors, ça va plus loin. Le rôle de l'entrepôt aujourd'hui, c'est aussi des étapes de personnalisation avancée ou différenciée. C'est-à-dire que certaines étapes de personnalisation qui pouvaient rester, par exemple, au niveau de la boutique au dernier moment, je ne sais pas, un gravage, un étiquetage particulier, ben on va chercher en fait à remonter ces opérations dans les entrepôts de façon à les mettre à un endroit où on peut avoir une... Ça va être plus ergonomique, plus rapide. Exactement, plus de volume plus productif, aussi, quoi, voilà, finalement, ou une seule machine plutôt qu'en mettre une dans chaque boutique, par exemple. Donc l'entrepôt a ces capacités-là. Alors, donc, on imagine ça, les entrepôts qui traitent plusieurs centaines de milliers de lignes de commande par jour, plusieurs centaines d'opérateurs. Plusieurs centaines de milliers de lignes de commande par jour. Exactement. Plusieurs opérateurs, centaines d'opérateurs, sur des grosses surfaces, ça donne un terrain de jeu phénoménal en termes d'optimisation. Et avec l'introduction en plus de nouvelles technologies, plus la robotisation avec laquelle on vient s'intégrer, parce que vous l'avez signalé, en fait, on est complètement agnostique en fait, au choix de robotisation, de mécanisation. Et donc, nous, on vient se connecter avec les différents équipements choisis par nos clients. Et tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire, il n'y a pas, j'en sais rien, un fabricant de robots qui se dit tiens, il y a quand même de la marge intéressante à se faire sur le boulot de Manhattan et je vais peut-être essayer de remonter un peu dans la chaîne de valeur. Si, il peut y en avoir certains qui ont ce positionnement-là, mais l'intérêt, c'est quand même, déjà, c'est assez rare qu'il y ait un seul centre de traitement de commandes. Et puis, en fait, les investissements au niveau des chaînes de distribution en fait, des clients font que on va se retrouver à un certain moment à avoir des entrepôts qui ont un fort niveau de robotisation, d'autres moyens, d'autres très faible. Et donc, en fait, il faut jouer avec ces variables d'ajustement, juste basées sur l'activité. C'est-à-dire que là où une activité, en fait, tous les ans, elle grossissait, elle s'accroissait de quelques pourcents d'une année sur l'autre, mais on pouvait répliquer en fait des modèles de prévision. Tout ça a complètement volé en éclats, encore plus avec la crise de l'année dernière, parce qu'il y a eu un changement fondamental des volumes entre ce qui était consommé en boutique et le e-commerce. Donc tous les modèles ont volé en éclats, et donc on est sur des modèles d'agilité et de réactivité quasi immédiate. Donc dans ce cadre-là, ce que les distributeurs aussi ont fait, ceux qui ont des boutiques sur lesquelles ils peuvent venir s'appuyer, c'est qu'ils ont commencé à jouer avec saturer les entrepôts et en même temps tenir compte du statut des boutiques. Peut-être qu'elles sont dans des zones dans lesquelles on peut avoir des employés en magasin, mais ils ne peuvent pas en fait accueillir de public. Et donc dans ce cas-là, on leur fait faire de la préparation de commandes pour des commandes e-commerce plutôt que les avoir au niveau de l'entrepôt. Ou bien l'entrepôt est fermé parce qu'il se retrouve dans une zone qui est une zone de cluster. Et donc automatiquement, je viens m'appuyer sur le réseau magasin pour continuer à faire du e-commerce parce qu'on est sur un niveau de satisfaction client. Donc chez Manhattan, on gère en fait ces trois piliers-là. Le pilier qui est la promesse en temps réel, c'est-à-dire connecté en fait au site web et qui va permettre de dire quand on met les articles dans un panier, en disant OK, basé sur les caractéristiques du panier, voilà. Est-ce qu'on va venir le sourcer sur cet entrepôt ou par exemple sur cette boutique qui a les 3 articles en stock et on est plus proche du client, on peut comme ça lui permettre de venir faire un retrait en 2 heures
Et puis, ça va coûter peut-être un petit peu plus cher, mais si on prend en compte l'intégralité des coûts, ben, ce stock qui est piégé en boutique, c'est plus intéressant. Mais la donnée sur le stock en boutique, elle est humaine, celle-là. Alors, elle est plus volatile. Elle est plus volatile. Parce que, évidemment, il y a un client qui est peut-être rentré dans la boutique, qui a pris une robe à tel endroit et qui l'a remis sur le mauvais portant. On vient gérer, en fait, aussi ces différents... fait film. T'imagines la scène, juste elle le met sur le mauvais portant, et derrière, t'imagines en cascade la chaîne de catastrophe voilà. Alors, qui arrive jusque... on vient l'intégrer. C'est-à-dire, ça, c'est une réalité du monde du retail. C'est-à-dire que on va peut-être pas la marge d'erreur forcément. Exactement, on va peut-être pas la retrouver. Donc c'est pas grave. Dans ce cas-là, en fait, ça va basculer sur notre boutique. Et puis par contre, on va envoyer un message à la boutique pour que, en fait, elle fasse un inventaire, etc. Elle retrouve en fait cette pièce ou elle la déclare potentiellement perdue, volée, etc. Donc voilà, il y a tout le calcul de la promesse et puis il y a toute la partie exécution, entrepôt et transport. Et donc on voit que aujourd'hui, pour optimiser en fait une chaîne de distribution, on a besoin de ces 3 piliers. C'est pas une question juste de satisfaction client, c'est une question de profitabilité, de rentabilité. Le transport, lui, il est souvent externalisé. Oui, très souvent. À travers les expressistes. Ouais. Alors, et donc, c'est là que tu t'arrêtes, en fait. Toi, tu t'arrêtes quand les expressistes prennent en charge le colis. Oui, on s'intègre avec eux, déjà pour choisir aussi celui qui va pouvoir livrer dans cette zone, potentiellement les mettre en compétition en fonction des tarifs en fait, que les différents proposent, tout ça au bénéfice en fait, du client final et du distributeur. Par contre, dans une supply chain un petit peu, une chaîne de distribution un petit peu complexe, il y a du remplissage camion potentiellement optimisé. C'est-à-dire que je vais faire des tractions entre 2 entrepôts. Donc peut-être que je peux mettre mes colis e-commerce dans mes tractions entre 2 entrepôts parce que je vais avoir des meilleurs tarifs en fait sur une zone transfrontalière. Donc voilà, c'est cette complexité. Et ça aussi, Manhattan... C'est ce qu'on fait. Transport. Le remplissage des camions, c'est aussi quelque chose... Optimisation transport. Optimisation entrepôt et pilotage de la demande et de la satisfaction en fait, du client. Bon, on est au bout. Tu reviendras pour qu'on parle de dark stores. Comme il y a des dark kitchens, il y a maintenant des dark stores. On va rentrer dans la dark economy d'ailleurs, les amis. Non, mais c'est un nouveau monde, un nouveau monde qui est en train de se structurer. Un mot de conclusion, c'est juste sur l'explosion des volumes. Ce que j'entends partout, c'est que ça va pas retomber. Non, c'est des habitudes qui ont été prises. Oui, c'est ça. Il y a des tendances de fond. Les distributeurs ont gagné à peu près 3 ans sur leur croissance e-commerce au travers de la crise. Ça a forcé tout le monde à accélérer sur la digitalisation. Non, on reviendra pas là-dessus. Après, la question c'est comment le rendre profitable. Il y a un vrai enjeu pour les distributeurs. Merci Sébastien. Sébastien Lefébure, donc le directeur général Europe du Sud de Manhattan Associates. Alors, ça s'appelle très exactement Warehouse Management System. Voilà. J'ai appris ça, moi, aujourd'hui. Les amis, on se retrouve demain.